La fraîcheur de l'aube enveloppait encore le bois de Boulogne lorsque les premiers rayons du soleil effleurèrent la surface du lac. Les reflets dorés dansaient paisiblement sur l'eau cale, créant une illusion de sérénité. Pourtant, ce matin-là, le silence fut brisé par une découverte macabre. Deux promeneurs matinaux, une jeune femme et son chien, s'approchaient du lac principal. Ils étaient habitués à ces paisibles balades matinales, mais rien ne les préparait à ce qu'ils allaient trouver. Alors que le chien reniflait curieusement les buissons proches du rivage, la jeune femme se figea, son regard s'arrêtant sur quelque chose de terrifiant. C'était un corps. Un corps étendu sur l'herbe, à quelques mètres du bord de l'eau. La jeune femme sentit son cœur battre plus vite, sa main pressant instinctivement la laisse de son chien. L'homme était couché sur le dos, les yeux grands ouverts dans une expression de surprise glaciale. À côté de lui, plantée profondément dans sa poitrine, se dressait une fourchette en argent, étincelant dans la lumière matinale. Choquée, la jeune femme sortit son téléphone et appela les secours. Bientôt, la tranquillité du bois de Boulogne fut troublée par le bruit des sirènes et des voitures de police. Le commissaire Jacques Dupont était de service ce jour-là. C'était un homme d'expérience, au regard perçant et à la réputation d'enquêteur hors pair. Il était arrivé sur les lieux du crime en même temps que son équipe, et il s'avança vers le corps sans hésitation. Antoine Durand gisait là, un critique gastronomique bien connu, réputé pour ses jugements acerbes sur les restaurants parisiens. Son visage portait les stigmates de la surprise et de la mort soudaine. La fourchette enfoncée dans son cœur n'avait rien d'une coïncidence. C'était un message, une déclaration macabre qui dépassait le simple meurtre. Dupont observa attentivement la scène. Le bois de Boulogne, si souvent fréquenté par les familles et les promeneurs, était désormais le théâtre d'un crime mystérieux. Une fourchette en argent plantée dans le cœur d'un homme réputé pour ses critiques culinaires. Rien de tout cela n'avait de sens, mais Dupont savait que chaque détail avait son importance. Alors que le soleil montait lentement dans le ciel, illuminant la scène d'un éclat cru, Jacques Dupont se préparait à plonger dans les profondeurs de ce mystère inattendu. Dans le calme apparent du bois de Boulogne, quelque chose de sombre et de retors avait pris racine, attendant d'être dévoilé par les yeux aiguisés de l'enquêteur aguerri. Antoine Durand était un homme au visage sévère mais au palais exquis. Sa renommée dans le monde de la gastronomie parisienne n'était plus à faire. Critique culinaire redouté, il pouvait faire la gloire ou la chute d'un restaurant d'un simple coup de plume. Jacques Dupont s'attela à découvrir les facettes de la vie d'Antoine Durand, espérant trouver des indices dans son passé qui pourraient éclairer le mystère de sa mort tragique. Durand avait débuté sa carrière comme chef cuisinier dans un petit bistrot du quartier Montmartre. Son talent pour les saveurs exquises et son sens du raffinement culinaire avaient rapidement attiré l'attention. Mais c'était sa plume acérée et son jugement sans concession qui l'avaient propulsé vers le sommet du monde de la critique gastronomique. Au fil des années, Durand s'était forgé une réputation d'homme impitoyable mais juste. Ses critiques étaient respectées, redoutées et souvent suivies par les restaurateurs et les chefs étoilés de Paris. Certains l'adoraient pour son discernement, d'autres le maudissaient pour sa cruauté. Dupont interrogea plusieurs collègues et connaissances d'Antoine Durand. Il apprit que derrière son masque impénétrable se cachait un homme passionné, mais aussi complexe. Durand était connu pour être célibataire endurci, dévoué entièrement à son métier et à sa quête de la perfection gastronomique. Cependant, ce portrait sans compromis avait également fait naître des inimitiés. De nombreux chefs et restaurateurs ressentaient encore le poids de ces critiques cinglantes. Certains avaient vu leur carrière brisée par un simple article de Durand, tandis que d'autres avaient gagné en notoriété grâce à ses louanges. Dupont savait que pour comprendre pleinement ce meurtre, il devait plonger dans les relations personnelles d'Antoine Durand. Qui aurait une raison suffisamment forte pour mettre fin à la vie de ce critique impitoyable? Quel secret cachait-il derrière son masque de critique gastronomique redoutable? Alors que le commissaire poursuivait son enquête, une chose était claire, Antoine Durand n'était pas seulement une victime. Il était au centre d'un réseau complexe de rivalités et de passions qui allait révéler des vérités troublantes sur le monde exquis mais impitoyable de la haute cuisine parisienne. Jacques Dupont se plongea plus profondément dans l'univers personnel et professionnel d'Antoine Durand à recherche de suspects potentiels. Parmi les nombreuses personnes avec qui Durand avait eu des interactions, plusieurs se démarquaient comme des candidats possibles. Lucien Blanchard, chef étoilé et ancien ami de Durand. Leur relation s'était détériorée après qu'une critique sévère de Durand ait presque fait fermer le restaurant étoilé de Blanchard. Sophie Moreau, propriétaire d'un restaurant à succès où Durand avait laissé une critique mitigée. Elle avait exprimé publiquement sa colère envers Durand, l'accusant d'avoir nui à sa réputation.
Maxime Lefebvre, jeune chef montant dans le monde de la gastronomie. Durand avait été plutôt élogieux à son égard, mais certains disaient que Lefebvre avait des ambitions cachées. Isabelle Durand, la fille d'Antoine Durand. Leur relation était connue pour être tendue, avec des désaccords fréquents sur la carrière d'Antoine et son manque de présence familiale. Dupont commença par interroger Lucien Blanchard. Ce dernier admettait être en faveur du défunt. Au fil de son enquête, Jacques Dupont découvrit des aspects troublants de la vie d'Antoine Durand. Parmi les dossiers personnels de Durand, il trouva des correspondances cryptiques et des journaux intimes révélant un côté de l'homme que personne ne soupçonnait. Dans ses écrits, Durand avait souvent exprimé ses doutes sur ses critiques acerbes. Il confiait ses peurs quant à la possibilité de détruire des carrières et des vies avec sa plume. Ces réflexions donnaient à Dupont un nouvel angle pour comprendre les motivations potentielles de ceux qui pourraient avoir voulu sa mort. Un nom revenait fréquemment dans les notes personnelles d'Antoine Durand, Sophie Moreau. Dupont approfondit son enquête sur la propriétaire du restaurant visé par Durand dans l'une de ses critiques. Il découvrit que Moreau avait investi des sommes considérables dans son établissement, construisant sa réputation avec passion et détermination. Lors de leur confrontation, Sophie Moreau exprima sa colère et son ressentiment envers Durand. Elle nia cependant toute implication dans sa mort, affirmant qu'elle préférait se battre avec des saveurs plutôt qu'avec des armes. Quant à Isabelle Durand, la fille du critique assassiné, elle confia à Dupont des années de ressentiment envers son père. Isabelle avait suivi un chemin différent de celui que Durand avait espéré pour elle, et leur relation avait été marquée par des conflits constants. Maxime Lefebvre, le jeune chef prometteur, se révéla être un personnage plus complexe qu'il n'y paraissait. Dupont découvrit que Lefebvre avait tenté à plusieurs reprises d'obtenir l'approbation de Durand, le considérant comme un mentor potentiel. Les éloges de Durand l'avaient propulsé vers le succès, mais il était devenu de plus en plus ambitieux. Lucien Blanchard, quant à lui, refusait de parler davantage de sa relation passée avec Durand. Ses regards évitants et ses réponses évasives semblaient cacher quelque chose de plus profond. Alors que Jacques Dupont rassemblait les pièces du puzzle, il se rendait compte que le meurtre d'Antoine Durand était bien plus qu'un acte isolé de violence. C'était le dénouement d'une toile complexe tissée de rivalité, de trahison et de passion inassouvies. Le commissaire sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. La vérité était proche, mais il devait rester vigilant, car dans l'ombre du bois de Boulogne, le véritable coupable attendait peut-être son heure pour frapper à nouveau. Alors que Jacques Dupont approfondissait son enquête, une nouvelle tragédie frappa de plein fouet. Isabelle Durand, la fille d'Antoine Durand, avait disparu. C'était un soir d'orage, le ciel grondait au-dessus de Paris. Dupont reçut l'appel désespéré d'un proche d'Isabelle signalant sa disparition inexpliquée. La jeune femme n'était pas rentrée chez elle depuis la veille et ne répondait à aucun appel ni message. Sans perdre un instant, Dupont se mit à la recherche d'Isabelle. Il fouilla les endroits qu'elle fréquentait, interrogea ses amis et recueillit des indices sur sa dernière localisation connue. Chaque minute comptait, car Dupont craignait que la disparition d'Isabelle ne soit liée au meurtre de son père. Après des heures de recherche tendues, un témoin vint enfin avec une information cruciale. Un véhicule correspondant à celui d'Isabelle avait été repéré près d'une vieille usine abandonnée en périphérie de la ville. Guidé par cette piste, Dupont se rendit sur les lieux. L'usine sombre et délabrée semblait hors du temps, presque menaçante sous l'orage qui grondait toujours. Avec prudence, Dupont s'avança à l'intérieur, un faisceau de lumière de sa lampe torche balayant les ombres inquiétantes. Soudain, un bruit étouffé le fit s'arrêter net. Il suivit le son, se faufilant à travers les débris et les couloirs sombres. Puis, derrière un mur effondré, il la trouva, Isabelle, ligotée et bâillonnée, les yeux emplis de terreur. Sans perdre de temps, Dupont libéra la jeune femme. Isabelle, tremblante mais reconnaissante, parvint à lui murmurer quelques mots. Son ravisseur, une silhouette encapuchonnée et silencieuse, l'avait enlevée et menacée de représailles si elle parlait. Une fois en sécurité, Isabelle révéla à Dupont des détails troublants. Son père avait reçu des menaces anonymes peu de temps avant sa mort. Ces menaces semblaient être liées à ses critiques récentes et à des secrets bien gardés dans le monde de la gastronomie. Déterminé à protéger Isabelle et à résoudre ces mystères entrelacés, Dupont se prépara pour le dernier acte de son enquête. Car maintenant, il savait que le meurtre d'Antoine Durand était bien plus qu'une simple affaire de vengeance personnelle. C'était le sommet d'une conspiration plus sombre et plus complexe qui mettait en jeu la vie de ceux qui osaient dévoiler la vérité. Déterminé à découvrir la vérité derrière le meurtre d'Antoine Durand et l'enlèvement de sa fille Isabelle,
Jacques Dupont intensifia ses efforts pour traquer le meurtrier. Les révélations troublantes sur les menaces reçues par Durand avant sa mort indiquaient un complot plus vaste que ce qu'il avait initialement imaginé. Dupont interrogea de nouveau les principaux suspects, mais cette fois avec une nouvelle perspective. Les tensions montaient entre eux alors que chacun tentait de se disculper tout en pointant du doigt les autres. Lucien Blanchard, Sophie Moreau, Maxime Lefebvre, tous étaient soupçonnés, mais aucun n'avouait. Cependant, des indices subtils commençaient à émerger. Un ticket de restaurant trouvé dans la poche de Durand mena Dupont à découvrir une réunion secrète entre plusieurs chefs de renom la veille du meurtre. Des conversations interceptées révélaient des rivalités exacerbées et des vengeances prévues. Pendant ce temps, Isabelle Durand tentait de se remettre de son traumatisme. Elle confia à Dupont des détails troublants sur son ravisseur, une silhouette encapuchonnée, une voix grave et menaçante. Rien qui ne semblait pouvoir être facile. Alors que les tensions atteignaient leur paroxysme et que les pièces du puzzle semblaient s'assembler, Jacques Dupont organisa une confrontation finale entre les principaux suspects. Rassemblés dans une salle sombre du bois de Boulogne, les chefs et restaurateurs se regardaient avec méfiance. Dupont avait soigneusement orchestré cette rencontre, comptant sur les réactions spontanées pour révéler la vérité. Il savait que le meurtrier serait là, parmi eux, dissimulé derrière un masque de déni ou de colère. Le commissaire exposa méticuleusement les preuves accumulées, les menaces anonymes, les réunions secrètes, les rivalités anciennes. Les suspects réagirent différemment, Lucien Blanchard garda son calme, Sophie Moreau tenta de se défendre avec véhémence, tandis que Maxime Lefebvre montra des signes de nervosité. Au moment crucial, un détail échappa à Maxime Lefebvre, une information confidentielle que seul le meurtrier aurait pu connaître. Ce fut la pièce manquante du puzzle. Soudain, Lucien Blanchard se leva, le visage impassible. Il révéla qu'Antoine Durand avait découvert un sombre secret qui aurait pu ruiner sa réputation et celle de plusieurs chefs étoilés. La seule façon de le faire taire était de le faire disparaître. La vérité éclata enfin, Lucien Blanchard était le meurtrier. Les policiers présents se précipitèrent pour l'arrêter, et Blanchard ne résista pas. Il admit son crime, justifiant ses actions par la nécessité de protéger sa carrière et celle de ses complices. Dupont ressentit un mélange de satisfaction et de tristesse. La justice était faite, mais à quel prix? Isabelle Durand, libérée de la menace qui pesait sur elle et sur la mémoire de son père, remercia Dupont avec émotion. La lumière du jour commençait à percer à travers les arbres du bois de Boulogne, dissipant les ténèbres qui avaient enveloppé cette affaire. Avec le mystère enfin résolu, Jacques Dupont savait que son travail n'était pas terminé. Mais il savoura ce moment de clarté et de vérité retrouvée, sachant qu'il avait accompli sa mission, mettre fin au mystère du bois de Boulogne. Après l'arrestation de Lucien Blanchard et la résolution du mystère du bois de Boulogne, la vie reprit son cours à Paris. Les restaurants renommés se remirent de l'onde de choc causée par les révélations sur les pratiques douteuses de certains chefs étoilés, mais la communauté gastronomique était désormais débarrassée de son secret le plus sombre. Jacques Dupont reçut des éloges pour avoir mené une enquête rigoureuse et perspicace. Il continua à servir la justice avec dévouement, mais le mystère du bois de Boulogne laissa une empreinte indélébile dans son esprit. Isabelle Durand trouva du réconfort dans le soutien de ses amis et dans le souvenir de son père. Elle poursuivit sa propre voie, éloignée du monde exigeant de la gastronomie, mais portant toujours en elle l'amour pour la bonne cuisine et le respect pour l'héritage de son père. Le bois de Boulogne, autrefois un lieu de calme et de contemplation, reprit son rôle de refuge paisible au cœur de la ville. Les promeneurs et les joggeurs qui arpentaient ces sentiers ne se doutaient pas des secrets qu'il avait abrités, ni des événements qui avaient bouleversé la tranquillité de ces bois. Pour Jacques Dupont, le mystère du bois de Boulogne demeura une leçon sur la nature humaine, ses passions, ses ambitions et ses sombres recoins cachés. Il savait que d'autres mystères l'attendaient dans les rues de Paris, mais aucun ne serait aussi captivant, ni aussi personnel, que celui qu'il avait résolu dans le bois de Boulogne. Ainsi se termine l'histoire du mystère du bois de Boulogne, un récit de crime et de rédemption, où la vérité a triomphé au milieu des ombres et des secrets.